Bonjour Monsieur Dembélé, vous êtes le premier adjoint au maire de la commune de Saraya, commune dans laquelle se situent beaucoup de sites d'exploitation d'or. Pouvez-vous nous dire quelle est la part des activités extractives dans les transformations économiques et sociales à l'échelle locale? Je prends l'exemple de l'exploitation artisanale. Donc, c'était une activité qui vraiment rendait florissante l'économie au niveau de la localité, que ce soit à l'échelle communale, régionale, même nationale. Puisque, Caracena, je prends l'exemple, il fut des années, vraiment, c'était le comble. Et cela a permis quand même de très profondes mutations au niveau social. Parce que même si on prend l'habitat aujourd'hui, la configuration donc à travers l'habitat dans cette commune-là que je prends comme par référence Saraya, donc beaucoup de jeunes à travers ça sont arrivés à se faire de belles maisons, des constructions un peu partout. Donc en tout cas ça a contribué à vraiment changer le visage de la localité. Et par le prolongement également, c'est cette même activité donc, qui a permis à certains jeunes donc, de migrer et à l'heure actuelle qui sont en train donc, d'apporter quand même un soutien non moins important à leurs familles respectives. Donc par rapport également à l'industrie extractive, sur le plan social, surtout nous bénéficions quand même de l'accompagnement. En tout cas, que ce soit dans le cadre du développement local, que ce soit dans le cadre de la responsabilité sociétale de l'entreprise. Donc, ce sont des sociétés qui nous accompagnent dans le cadre du développement local à travers la réalisation d'infrastructures comme des écoles, la construction des cimetières, des cadres de santé, des postes de santé même, et également de contribuer quand même à l'acquisition de kits scolaires dans certains établissements au niveau local. Donc, dans l'un et l'autre des cas, que ce soit l'industrie ou bien l'artisanat, l'extraction industrielle ou artisanale, donc comme je viens de le citer, donc on peut dire que quand même il y a des apports, même si compte tenu en tout cas de la compréhension ou bien en tout cas de l'attente que nous avons, ce n'est pas tout à fait le maximum, mais quand même on peut dire quand même que ça contribue quand même au développement local. Sur le plan environnemental, y a-t-il des mesures qui sont prises pour limiter les dégâts que peut avoir l'exploitation des mines? On est avec l'extraction industrielle et l'extraction artisanale. Si nous prenons le cas de l'extraction industrielle, je crois que l'environnement subit quand même des coûts, que ce soit la végétation, parce que souvent pour certains travaux, il faut défricher de grandes surfaces. Donc pour faire que ce soit des mines, ou bien en tout cas enfuir les tuyaux à partir desquels ils puissent le long de la Falémé, parce qu'une année j'étais vers Sabodala, le long de la Falémé jusqu'au camp, j'ai vu vraiment ce qui a été fait à l'environnement, c'est extrêmement difficile. Bon, maintenant, ce qu'il faut dire par rapport à ça, c'est peut-être comme ils travaillent de concert avec les services étatiques par rapport à la protection de l'environnement, je crois qu'il faut quand même prendre des mesures allant quand même dans le sens à limiter et également après peut-être exploitation, essayer de penser à restaurer l'environnement. Bon, dans l'autre sens également par rapport à l'industrie extractive toujours industrielle, également ça c'est du côté de la forêt, mais également certains produits qui sont utilisés, on a des soucis. À long terme, pas maintenant, mais à long terme, on a des soucis par rapport à certains produits qui sont utilisés dans le cadre de cette exploitation-là. Donc à long terme, comme le cyanure, je ne sais pas, également il y a le mercure également qu'on utilise par rapport à ça et d'autres produits encore plus nocifs que ce que je viens de citer. Donc ce qui fait qu'à long terme, nous avons des soucis par rapport à la contamination de la nappe phréatique par rapport à ces produits-là et qui peut à long terme créer des maladies. Donc en tout cas, il y a cet aspect de la question aussi qui n'est pas à négliger et que par rapport à ça, des mesures doivent être prises pour quand même limiter les dégâts. Bon, dans l'autre sens également, toujours l'exploitation traditionnelle. Les mêmes conséquences sont là. Bon, comme on le dit souvent, on a dit par rapport à la première question, ça nous a apporté des changements énormément. Mais en contrepartie également, nous devons savoir que l'environnement, nous obtenons tout de cet environnement-là. Parce que même la vie d'abord en tant que telle, sans les arbres, la photosynthèse ne pourra pas se réaliser. Ce qui fait que la végétation a une importance capitale. Et si vous faites un tour autour des sites de repaillage, là où il se trouve, la forêt est énormément agressée. On coupe, c'est la coupe abusive en quelque sorte. Donc ça soit pour faire du charbon par rapport à la population qui est sur le site de repaillage, que ça soit par rapport au niveau des puits où qu'il faut faire installer, il faut mettre des barrières pour éviter les éboulements. La nature souffre énormément.
Et là, à ce niveau également, peut-être pas à l'échelle industrielle, les produits que j'ai cités tantôt également sont utilisés par rapport à ces gens-là, par ces gens-là. Et ce qui peut également, comme je l'ai dit, causer des problèmes de santé. Parce que souvent, les accidents peuvent être liés à ça, la consommation par inadvertance, et ça crée des accidents au sein des familles souvent. Donc les conséquences sont multiples. Même, comme on le dit, un mal nécessaire, mais quand même, il faut que les gens quand même réfléchissent par rapport à ça et surtout essayer de sensibiliser par rapport à la manière de couper. Même si on coupe, ce sera difficile, mais il faut permettre, à mon avis, à la nature de se régénérer. Mais quand on rase tout, là vraiment, et en retour on ne reboise pas, là ça pose problème. Et si on coupe, il faut penser à reboiser, il faut penser à l'exploiter de telle sorte que la nature puisse se régénérer. Parlons du travail des enfants dans les mines. Il est connu qu'ils sont nombreux. Peut-on lier ceci à la précarité dans laquelle vivent les populations? Oui, il faut le dire parce que souvent c'est difficile. Dans nos zones, pour la plupart du temps, il faut dire que la pauvreté sévit quand même. Et par rapport à ça, les gens n'hésitent pas à envoyer, ou bien soit envoyer les enfants par rivalité, parce que souvent on a mis de l'argent, il a fait beaucoup de choses, on pousse les enfants à y aller. Parce que souvent les enfants ne partent pas d'eux-mêmes, mais souvent ils vont ensemble avec les parents pour aller chercher de l'or. Là, je pense que fondamentalement, il y a la précarité. La précarité parce que sinon, les enfants, en fait, leur place ne se situe pas dans les djuras. Ils doivent être à l'école ou bien dans des structures de formation professionnelle pour que c'est là où ils peuvent éviter certains risques, c'est là où ils peuvent être bien encadrés pour demain assurer la relève. Mais la situation étant telle qu'elle est, on ne cessera en tout cas de sensibiliser par rapport à ce phénomène-là. Il faut qu'on inverse la tendance, que les enfants soient dans les écoles ou bien dans les structures de formation que d'aller dans les sites d'orpaillage. Parce que c'est là, vous savez, c'est des produits quand même, c'est des minerais qui ont une durée de vie. Peut-être à un certain moment donné, c'est épuisé. Et si maintenant la jeunesse qui doit assurer la relève demain a été surtout orientée ou bien s'est orientée elle-même par rapport à ces activités-là, ça peut quand même poser des problèmes demain pour la relève. Vous avez parlé de l'école. L'éducation est fondamentale aujourd'hui, la non-scolarisation. Êtes-vous en train de dire que ces enfants sont contraints d'aller travailler parce qu'ils ne bénéficient pas d'une instruction de qualité, ou c'est un choix qui est lié à d'autres facteurs? Vous savez, aujourd'hui, il faut reconnaître que le système peut-être souffre. Le niveau est bas, mais moi je pense que peut-être c'est au niveau en tout cas de tous les acteurs qui interviennent dans ce domaine-là qui doivent se la main pour en tout cas remédier à cette situation, essayer de relever le niveau. Mais dire que la défection doit être source de motivation pour que les enfants aillent vers les sites d'orpaillage, moi je ne pense pas. Ce n'est pas mon avis. Puisque les enfants en tant que tels eux-mêmes ne peuvent pas porter ce jugement de valeur-là, dire que peut-être au niveau des parents, même les parents aussi, comme on l'a dit tantôt, ils doivent chercher peut-être à s'approcher des autres acteurs pour essayer de trouver une solution à ce faible niveau dans le système aujourd'hui, que d'orienter les enfants vers les djuras, ou bien que les enfants se disent que le niveau actuellement, le système, le niveau n'est pas bon, on va essayer d'aller vers le djura. Bon, quelque part, je crois qu'il y a peut-être on peut expliquer cela un peu de certaine manière, mais ce que j'ai dit, c'est que c'est l'encadrement qui doit être renforcé pour que les enfants là puissent avoir un niveau. Parce que souvent, même s'ils ne le disent pas eux-mêmes, à travers le système actuel, le taux de redoublement, à chaque fois, vous avez un enfant, quand il redouble une classe une fois, il redouble deux fois, il redouble trois fois, donc ça peut être une source de découragement. Il peut se décourager, dire que bon, non, je ne vais pas rester, je vais partir. Mais là également, je crois que c'est un phénomène qu'on peut en tout cas enrayer en faisant de sorte que vraiment les activités, les actions et les idées soient mises en synergie pour en tout cas essayer de rendre un peu plus performant le système pour quand même que les enfants puissent avoir une formation de qualité et peut-être assurer la réussite d'aller vers les djuras. Les enfants sont-ils sensibilisés aux conséquences sanitaires liées à la fréquentation de ces sites?
Oui, par rapport à ça, je crois que la sensibilisation se fait parce qu'à travers même la radio, depuis quelques années, depuis l'implantation de la radio Guigui Sembé, c'est lieu de lui rendre hommage, fait un travail extrêmement important dans ce sens-là pour dire que chaque fois les enfants, leur place c'est à l'école, leur place c'est dans les sites de formation et non dans les sites d'orpaillage. Parce que non seulement les enfants, ils sont fragiles, ils ne connaissent pas tellement, c'est le présent seulement qui les intéresse, mais leurs intérêts ne se trouvent pas là-bas, mais c'est dans les districts de formation. Donc c'est dire que les enfants, les partenaires également, nous avons certains partenaires aussi qui interviennent, par exemple le Corps de la paix américain, le World Vision, c'est des partenaires, OFA Forêt qui était là, un programme d'appui également aux enfants pour les formations dans les métiers, dans les Djoura. Donc la sensibilisation en tout cas se poursuit, ça a été et ça se poursuit. On ne se laissera pas le faire parce que c'est là-bas où vraiment on va trouver en tout cas la solution aux vrais problèmes de développement. Les enfants, leur place se trouve à l'école, leur place se trouve dans les structures de formation professionnelle. Et je pense que l'État du Sénégal, en tout cas dans sa politique en faveur de l'enfant, tout le monde sait que ces préoccupations pour le bien-être des enfants ne souffrent d'aucun doute. Parce que là, beaucoup de structures, au ministère plein pour les enfants et la femme, donc les organisations aussi partenaires du Sénégal, tout le monde travaille dans ce sens-là à la protection des enfants. Donc à cela, impliquer au niveau des Djoura, les chefs de village, impliquer les structures qu'on appelle tomboulement dans les sites de page pour en tout cas continuer à sensibiliser et peut-être parfois à repérer les parents de ces enfants-là et à les retirer de force des sites d'orpaillage. Également à cela, on peut ajouter également l'action des forces de sécurité en tout cas à travers le déplacement pour que vraiment une attention particulière soit prêtée à cela pour que quand même les enfants puissent être hors des sites d'orpaillage qui est un lieu qui ne les arrange pas, qui est un lieu pour eux de déperdition, de risques énormes, que ce soit par rapport à la maladie, que ce soit par rapport au mauvais comportement, donc chez les garçons comme chez les filles. Donc vraiment, ce n'est pas leur place. Il y a ces produits-là, il y a les accidents à tout moment, les tentations de la vie. Garçons comme filles sont tentés par des choses qui ne vont pas dans le sens de leur intérêt. Moi, je pense que, en tout cas, tout ce qui est lié à la question humaine, d'abord la sensibilisation pour que les gens comprennent que vraiment les enfants, même les parents, doivent essayer en tout cas de s'impliquer comme il faut, les partenaires, les forces de sécurité, les chefs de village, les tomboulements dans les Djoura, en tout cas en synergie pour que les enfants soient retirés des Djoura, ce n'est pas leur place. L'autre phénomène observé dans les industries extractives, c'est la prévalence des travailleurs migrants. Comment faites-vous au niveau de votre commune pour gérer cette situation ? Effectivement, c'est un problème. C'est un problème parce que, comme vous le savez, chaque fois, même si on prend le cas de leur page là, vous prenez un site par exemple, vous trouverez que toute la sous-région est présente. Et par rapport aux nationaux même, ils sont plus nombreux que les nationaux. C'est pourquoi, à un moment donné, on avait estimé qu'il y avait, au moment donné, l'or était là, mais à mon avis, ça profitait peu aux nationaux. Parce que ceux qui viennent non seulement sont plus nombreux, ils maîtrisent également le travail de l'or. Maintenant, par rapport à les mesures qu'on peut prendre, bon, vous savez que nous sommes liés aussi par des accords avec les pays de la sous-région. Donc, dans le cadre de la CEDEAO, on a dit qu'il faut prendre la libre circulation des biens et des personnes. Donc, c'est la raison pour laquelle il faut sensibiliser, peut-être pour en tout cas maintenir, si on doit le faire, peut-être faire en synergie avec les pays frères pour que chacun de son côté puisse se sensibiliser afin de fixer un peu les populations. Mais nous ne pouvons pas prendre de mesures pour empêcher ces habitants des pays frères de venir au Sénégal. Dans le cas de la CEDEAO, la libre circulation des personnes, c'est que ça, la libre circulation des personnes et des biens, et là également il y a des liens de parenté entre la plupart de ces pays-là. Donc il y a un mouvement dans les deux sens, dans tous les sens. En tout cas, c'est de sensibiliser davantage et peut-être avec ça, en synergie bien sûr avec les autres pays pour on peut fixer les populations. Mais c'est un phénomène quand même qui prend de l'ampleur et vraiment qui doit retenir l'attention quand même des responsables
pour que demain, vraiment, on puisse gérer au profit, en tout cas, de nos communautés, c'est ce moment des populations. Parce qu'à travers ce moment-là, non seulement on peut trouver beaucoup de choses là-dedans. Donc, des gens viennent, chacun vient avec ses ambitions. Donc, souvent, ce n'est pas... En tout cas, c'est des dégâts, c'est des gaffes. Donc, souvent, c'est là où le bas blesse aussi. Mais dans ce sens-là, je crois que c'est de renforcer, en tout cas, les mesures de sécurité, de protection des frontières par rapport également à cette circulation des personnes et des biens. Des élus locaux des 14 régions du Sénégal partagent leurs idées pour développer leur communauté. Écoutez cette série d'entretiens de Wati sur le site www.senegalpolitique.org.